Ces images sont les premières que le public a retenues de l'opération Serval. Une foule en liesse accueille les soldats français en libérateurs. Le 11 janvier 2013, la France intervient pour stopper la ruée des djihadistes vers le sud du pays. Al-Qaïda au Maghreb islamique et 2 autres groupes islamistes débordaient une armée malienne en déroute. Au bout de 3 semaines d'une opération éclair, les principales villes tenues par ces djihadistes depuis 1 an sont reconquises. Mais d'images de combat, presque pas. Au point qu'on a pu parler d'une guerre sans images. Des images existent pourtant, et beaucoup n'ont jamais été dévoilées. Homme 16, on s'est fait tirer dessus. Chef, ça a tiré d'où là cette fois? Je crois d'ici devant là. Là on va décrocher vers l'arrière. Toutes les images que vous allez voir n'ont pas été prises par des journalistes, mais par des militaires. Elles ont été tournées pour l'essentiel par des caméramens et des photographes de l'armée au plus près de l'action. Ah, ça siffle. On entend bien là. On entend bien, c'est... Ouais. Militaires, ils montent en première ligne et peuvent se retrouver sous le feu. Bon allez, on va faire le dispositif. L'état-major des armées nous a laissé utiliser cette matière brute, à la condition de ne montrer aucune image de soldats ou d'ennemis morts au combat. Serval n'est pas pour l'armée une opération de plus en Afrique. Avec 4500 hommes engagés, cette intervention est la plus importante réalisée hors coalition depuis la guerre d'Algérie. Observez le tir, vous voyez où est l'ennemi. Voici l'opération Serval de l'intérieur, comme vous ne l'avez encore jamais vue. Bombe larguée. Elle arrive. Éclat pendant 45 secondes. Ça c'est bon. 45 secondes. Nous sommes au début février 2013 à Tessalit, 3 semaines après le début de l'opération Serval. Les Français, avec leurs alliés maliens et tchadiens, ont chassé les djihadistes de la ville. Mais les renseignements indiquent qu'ils se sont retranchés au sud, au cœur du massif désertique de l'Adrar des Iphoras. Le 19 février, les Français butent sur l'entrée ouest de leur sanctuaire. Un légionnaire, le sergent-chef Harold Vormesel, trouve la mort. Premier avertissement. Non mais on peut pas. 3 jours plus tard, les forces tchadiennes se heurtent à une résistance semblable à l'Est. 26 morts, 62 blessés. La guerre, c'est cela aussi. Ça va chef? On va essayer de te mettre un peu sur le côté. D'accord? Toute la nuit, les blessés sont évacués par hélicoptère sur la base de Tessalit, où a été installé un hôpital de campagne. Position demi-assise, nettoyage, pansement 3 côtés si vous pouvez faire. Oh lieutenant, ça va? C'est bien. Ce sera le jour le plus sombre de Serval. Jamais ces médecins militaires n'avaient eu à traiter autant de blessés d'un coup. Tout le personnel disponible sur la base est mobilisé. 5 mg de morphine. Cette évacuation a frappé les esprits de tous les soldats présents. Ils partiront au combat avec ces images en tête. On va te passer les produits dans la veine, ça va te faire du bien, ok? Ça va... T'as mal, après t'auras plus mal, d'accord? L'avertissement est clair. Les djihadistes sont très déterminés. Les militaires vont devoir aller les chercher un à un sur leur terrain. Cette traque porte un nom de code, Panthère. Du 18 février au 25 mars 2013, 8 missions Panthère partiront de Tessalit. 1400 soldats français et plusieurs centaines de Tchadiens y participent. Un officier d'état-major du 2e REP pointe la menace. L'ennemi est présent. L'ennemi est présent. La situation ennemie, elle n'a pas été faite à la légère, il est présent. Il faut être actif pour réagir à l'action de l'ennemi, mais il faut être curieux pour ramener le renseignement dont on a besoin dès maintenant sur le terrain, sur les caches, etc.
L'opération Panthère 3 va se concentrer sur la vallée de Lamététaï, le cœur du dispositif djihadiste dans la Drare des Iphoras. Il faut arriver en ligne de crête. On prendra des vues sur Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3, d'accord. Et puis dès qu'on se déplacera pour reconnaître... Ces hommes du 2e RIMA se dirigent vers l'entrée ouest de la vallée, là même où le légionnaire français a été tué une semaine auparavant. La progression de cette unité vers le réduit djihadiste a été suivie par la caméra du sergent-chef Philippe. On sait qu'on va tomber dessus, on sait qu'ils sont là, qu'ils sont pas loin, qu'ils peuvent peut-être nous observer. On est vulnérable parce que nous on se déplace, eux ils peuvent être en poste de combat, ils peuvent être cachés et protégés. Donc la tension montait, les soldats étaient vigilants. Et jusqu'au moment où vraiment voilà, on était prêts à partir, puis on a riposté. Attention! Avancez! Allez, tu me la fais chanter. Attention, devant toi, il y a le caillou devant toi. Ok, c'est bon. C'est bon, visuel. L'objectif du chef de section, c'est d'identifier l'origine des tirs. Allez, feu! 400 dans mon axe! 400 dans mon axe! T'as bien touché ta grenade, ok, c'est bon. Recule! C'est bon. Oh, joli. Ils sont bien dans leur zone verte. Une fois que l'ennemi est localisé, l'artillerie, l'aviation ou les hélicoptères peuvent traiter l'objectif, comme disent les militaires. Voilà. C'est bon ça. Laissez vos têtes les enfants. Wow! L'unité qui vient de se faire prendre à partie appartient au 3e groupement tactique interarmes. Il se dirige vers l'entrée ouest de cette vallée d'une trentaine de kilomètres de long. Les forces tchadiennes, elles, en bloquent l'extrémité est. Dans le même temps, des parachutistes français arrivent par le nord, à travers le relief, pour surprendre l'ennemi. L'approche par le nord se fait à pied, dans un paysage lunaire. Pas une once d'ombre. Un four à ciel ouvert, il fait jusqu'à 60 degrés. Avec son équipe de tournage, l'enseigne de vaisseau Charles a suivi la progression des parachutistes. On a quasiment 60 kilos de matériel sur soi. Donc on a l'équipement balistique, les protections, le gilet pare-balles, l'armement, donc des chargeurs, les fusils, le FAMAS, les grenades. On a le sac avec les vivres. Donc on compte à chaque fois 48 heures de vivres, avec un ravitaillement tous les jours. Donc on montait à environ 6-7 bouteilles d'eau, 1,5 litre à chaque fois. Donc effectivement, ouais, on est chargé, mais... Et puis il faut avancer avec ça, quoi. Pendant la nuit, la température est tombée à 14 degrés. Les hommes ont dormi comme ils le peuvent, se relayant pour monter la garde, s'aménageant un petit coin entre les pierres. Au réveil, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont partagé leur bivouac avec une vipère à cornes. Oh, saloperie. À 8 heures, la colonne se remet en marche. Soudain, en haut d'une crête, les hommes de tête essuient des tirs. Toute l'unité de légionnaires parachutistes s'immobilise. Concrètement, l'ennemi est au milieu de votre dispositif. Correct? Négatif. L'ennemi il est à 50 mètres, il se déplace devant mon dispositif et il est abrité derrière les cailloux. Donc je vais reçu, hein. Donc n'hésitez pas, vous avez un avion à votre profil, tir pour vous sur tout ennemi repéré. La hantise des soldats, être pris à revers. Passer une cache djihadiste sans la détecter et s'exposer à ces tirs une fois dépassés. Ils ont reçu des ordres clairs. Toutes les positions ennemies doivent être prises. La solution viendra du ciel. Des obus tirés d'hélicoptères vont détruire l'avant-poste djihadiste. L'accrochage a fait un blessé côté français. Un miraculé. Ce jeune légionnaire a frôlé la mort,
à quelques centimètres près. Passer la chapelle. Une balle a ricoché sur la lunette de visée de son fusil avant de toucher son casque. Il est contusionné, mais indemne. Le résultat de chaque frappe, de chaque affrontement, est systématiquement vérifié par les Français. Les soldats fouillent toutes les caches localisées, ou ce qu'il en reste après les frappes. Ils passent ainsi des heures à escalader, fouillant les moindres anfractuosités. Tous les renseignements recueillis remontent immédiatement au commandement. Les caches, leur emplacement, leur contenu, les djihadistes tués, les papiers d'identité qu'ils portaient, leur téléphone portable. Dernier tir. Le sachet en tissu contenant probablement des chargeurs. Toutes les munitions trouvées sont regroupées et placées sous un rocher. Les troupes françaises, toujours en mouvement, ne peuvent s'encombrer avec ces cartouches et ces roquettes de RPG-7. Impossible également de les laisser sur place de peur que les djihadistes les reprennent. Les hommes du génie vont s'en débarrasser à leur façon. Héron, tu annonces. Un tir à coup parti de les 4. Les démineurs du génie amorcent l'explosif. Les soldats se mettent à l'abri. L'adjudant du génie va s'assurer du résultat de l'explosion. Il ne reste plus rien des munitions. Les commandos parachutistes progressent également à pied par le nord. En 5 jours de marche, ces soldats ont déjà détruit plusieurs avant-postes ennemis. Mais ce piton rocheux bloque leur progression alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la vallée. Il y a un tireur à gauche, c'est sûr. Granit, le génie a été pris à partie par un individu là, à l'est. Ok, envoyez tout ce que vous pouvez, rapidement les gars, allez pas besoin de précision, envoyez en haut. Gigi, Zoom, il me faut la minimi, il faut intensifier le feu. Intensification du feu. Qui sont les plus proches de l'île. Affirmatif. Là, sur le front nord, il y a une grosse fumée. La target, elle est juste au sud. Les djihadistes sont parfaitement retranchés. Ils sont une dizaine face à 130 soldats. L'échange de tirs va durer plusieurs heures. Line fort et les on continue l'appui les gars, on continue. Malgré ce déluge de feu, les djihadistes continuent à riposter. Je vais vous demander un feu nourri sur ces positions, sachant qu'ils sont méchamment retranchés. Un hélicoptère Tigre vient appuyer les parachutistes avec ses canons. Mais ce ne sera pas encore suffisant. Si Tonnerre, tu peux faire un tir missile hot dès que possible. Ça tire. Les frappes aériennes ne font pas tout. Pendant que ces soldats sont en couverture, d'autres se sont rapprochés du piton pour déloger l'ennemi. Il y aura plusieurs assauts. Au cours de l'un d'eux, le caporal Cédric Charenton a été mortellement blessé. Concrètement, j'arrive, je vois un de mes collègues qui s'écroule littéralement, quoi, qui en pleure. Et puis bon, là, on comprend quelque chose qui se passe pas normalement. Et bon, on a vite fait le lien avec le blessé qu'on a eu. À ce moment-là, c'est vraiment compliqué comme situation parce qu'il faut l'avaler assez vite, il faut la digérer parce que la mission continue derrière. Et voilà, effectivement, c'est pas évident. Le même jour, au fond de la vallée, les légionnaires du 2e REP ont atteint un de leurs objectifs, le village d'Ametétaï. Dans l'école abandonnée, les hommes du génie découvrent tout le nécessaire pour fabriquer des IED, des bombes artisanales. Les djihadistes n'auront pas eu le temps de les utiliser. Je suis encore sur Bravo 2, énormément de matériel. Délai estimé pour la fin de la fouille, 30 minutes pour aller. Les troupes motorisées sont elles aussi arrivées au cœur de l'Oued. Après 5 jours de progression,
L'opération se termine par la jonction avec les forces tchadiennes venues de l'Est. Bon, ben, on est arrivé, hein. C'est bien passé pour vous, mon général? Oui, c'est comme d'habitude, hein, ça c'est notre métier. Hein. Bonne mission? Bonne mission. Tout est fini, non? On est fini. Ce qui est impressionnant, c'est l'effet de masse. Ils sont très très nombreux. Ils ont un effet cavalerie en fait. C'est-à-dire qu'ils foncent tout le véhicule à fond et puis vous voyez 15 soldats tchadiens sur un pick-up et puis voilà, c'est vraiment... ils ont un effet dissuasif très important. Au cours de cette opération, près de 200 combattants appartenant à Al-Qaïda au Maghreb islamique ont été tués. Un bastion est tombé, mais il en reste d'autres. Entre chaque mission dans la Drare des Iphoras, les militaires retournent au camp de Tessalit. Dans ces installations improvisées, les hommes ont au minimum 24 heures pour se reposer. Les militaires appellent cela le reconditionnement. Désensablage du matériel, entretien des armes et des corps. Les conditions sont spartiates. Bien sûr, pas d'eau courante. Le puits fournit de quoi se laver et faire la lessive. Les équipes de tournage font elles aussi avec les moyens du bord. Un lit grand luxe, ça se bricole avec des toiles de parachute et des cartons récupérés sur des palettes de largage par air. Car ici, une partie du ravitaillement arrive par voie aérienne. Ces commandos parachutistes dirigent au sol les largages. L'avion, un Hercule C-130, vient de la capitale, Bamako, à 1700 km de là. Toute la chaîne logistique est tendue à l'extrême. En quelques minutes, 3 palettes de plusieurs tonnes vont rejoindre le plancher des vaches, ou plutôt des dromadaires. Pas mal. Pendant les opérations Panthère, il faut chaque jour aux Français 20 tonnes d'eau et 1400 rations de combat. Tout est d'abord transporté au moyen de camions ou d'hélicoptères qui se rapprochent au plus près des bivouacs. Les soldats viennent ensuite chercher leur ravitaillement, jusqu'à 1 heure de marche qui s'ajoute à leur journée de progression à pied. Dans la Drare des Iphoras, tout est une épreuve d'endurance. Après la vallée de la Mététaille, les militaires s'attaquent à celle de Terz, plus au sud. Au bout de 3 jours de marche, les parachutistes du 2e REP descendent dans la vallée. Essentiel, le contrôle des points d'eau dans cette région désertique. Les renseignements sont exacts, les djihadistes étaient bien là, mais ils ont fui. Un premier campement est détruit. Bivouac pour une quinzaine de personnels en tapis de sol, aux couvertures. Donc on suppose que s'il y a des munitions, ce serait côté sud de l'Oued. Donc j'ai un groupe en déplacement vers là-bas pour faire un premier check. Un peu plus loin dans l'Oued, la fouille commence. Rocher après rocher. Cavité après cavité. Grotte après grotte. Jusqu'à ce que les militaires fassent une découverte. Tu fais le point de tout le matos, tu dis de devoir pour donner les doses s'ils font plus rien. Une série de caches que les militaires mettront plusieurs heures à vider. Au milieu de nulle part, du matériel informatique, des disques durs, des composants électroniques. Oh, il y a de l'obus là quand même. Et aussi tout un arsenal d'armes de gros calibre. Des canons bitubes, des mitrailleuses de 14,5, des armes lourdes qu'on peut installer sur des pick-up. C'est bête ça, hein. Putain. Allez, donnez un coup de main les gars là. On trouve tout cet arsenal. Et là, ouais, c'est une vraie joie pour les. C'est presque un cadeau, presque une récompense pour tous ces légionnaires, pour tous ces parachutistes qui avancent depuis 3 jours.
Et les mecs qui sont fatigués retrouvent soudain la gouache et tout le monde met la main à la pâte parce qu'il faut sortir tout l'armement. Et là, soudain, il y a une effervescence autour de ces découvertes. J'ai trouvé une dizaine de passeports avec pareil, une dizaine de cartes d'identité. Hein. Égypte, Tunisie et même Canada. Ces passeports, précieuses sources de renseignements, prouvent que l'international djihadiste se constituait ici une base arrière puissamment armée. Tous ces documents, et surtout les GPS trouvés, ont permis de retracer une autoroute du djihadisme pour les combattants étrangers. Il n'y a plus de bande qui arrive là? Le massif de la Drare des Iphoras mettra des mois à livrer tous ses secrets. En juillet, les Français sont retournés dans cette même vallée de Terz pour continuer leurs recherches. Fin de mission, retour à la base. Cette traque des djihadistes, c'est l'objectif premier de Serval. Et de cela, les médias ont pu rendre compte. Mais au premier jour de l'opération, la guerre avait un tout autre visage. Serval s'est d'abord déroulé à huis clos. Nous sommes le soir du 11 janvier 2013, premier jour de l'opération Serval. Les forces françaises prépositionnées au Tchad dans le cadre du dispositif épervier entrent en action. Ces bombes de 250 kg seront les premières larguées au-dessus du Mali, à 1500 km à l'est. Les équipages des Mirage 2000D ont pour mission de saper les arrières ennemis. Le Mali est coupé en deux depuis plusieurs mois. Le sud a été affaibli par un coup d'État, le nord lui échappe. Des rebelles Touaregs en ont d'abord pris le contrôle, rapidement supplantés par des groupes islamistes armés, dont certains liés à Al-Qaïda. Le 9 janvier 2013, les djihadistes reprennent l'offensive. Les services de renseignement français estiment leur nombre à 2000. Ils s'emparent de la ville de Konna, s'avancent vers Mopti et Diabali, verrous du sud du pays. La France intervient donc en urgence, à la demande des autorités maliennes et avec l'accord de l'ONU. Sur ces images aériennes, des pick-up djihadistes progressent sur une piste. L'aviation les cible. Leur avancée va être stoppée net. L'aviation va jouer un rôle primordial tout au long de l'opération avec ces bombes. Elle frappe des centres de logistique, de ravitaillement, de commandement, et ce, très au nord, là où les djihadistes se pensaient à l'abri. Car dans l'immensité malienne, l'ennemi est scruté du ciel. 5 avions Atlantique II comme celui-ci, bourrés de matériel de détection, multiplient les missions au-dessus du Mali. Une dizaine d'opérateurs radio, radars, acoustiques, surveillent et écoutent l'ennemi, guident les troupes au sol. Les yeux de l'armée, c'est aussi cet appareil de visée. Monté sous les avions, à plusieurs milliers de mètres d'altitude, il permet de distinguer les véhicules ennemis. L'armée déploie aussi ses drones d'observation, des avions sans pilote commandés depuis le sol. Après la prise d'otage sur le site pétrolier d'In Amenas dans le sud algérien, les Américains accepteront d'ajouter les leurs. Le cap d'attaque, tu l'as là. Ah, attends, je vais te Hop, mettre Y le 330. by the west. Pas Yes. pile poil 2 minutes. Pile poil 2 minutes. Mais au sol aussi, la France est intervenue très vite. La guerre au Mali est d'abord la guerre des forces spéciales. Ces soldats d'élite sont intervenus dès le début de l'engagement. Ils étaient présents dans la région depuis des années déjà, prêts à intervenir en cas de crise, notamment pour délivrer les otages français détenus au Sahel. Vous ne verrez jamais le visage de ces hommes surentraînés, dotés des équipements et des armes les plus perfectionnées. Ceux-là appartiennent aux unités d'élite, 1er PIMA, commando marine et commando de l'air. Ils sont recrutés sur leurs capacités physiques et mentales
ils doivent faire preuve d'un sang-froid à toute épreuve. T'as 2 pièces. Leur cohésion doit être totale. Leurs gestes, ils les ont répétés 1000 fois. Leur spécialité, frapper vite, par surprise. Pour cela, ces forces sont largement autonomes, avec leurs propres hélicoptères, leurs propres escadrons de transport. Dès les premiers jours, les échanges de feu avec les djihadistes ont été intenses. Ces images sont prises de nuit par un hélicoptère Tigre des forces spéciales. Il appuie un commando qui se déploie au sol, prêt à faire feu, vers un campement djihadiste. La même scène de combat, vue d'avion. Ce trait noir qui part du sol, c'est une roquette de RPG-7 qui rate de peu l'hélicoptère en couverture. Ces hommes en fuite appartiennent au groupe qui a tiré la roquette. Avant de les laisser à nouveau faire feu, l'hélicoptère va intervenir. Les mêmes hommes, vus de plus haut. Le canon de 30 mm du Tigre ne leur laisse aucune chance. Malgré le déséquilibre apparent des forces, les risques sont réels. Les images qui vont suivre sont exceptionnelles. Elles vont vous montrer pour la première fois les toutes premières minutes de l'intervention française. Nous sommes l'après-midi du 11 janvier 2013. Une gazelle des forces spéciales s'apprête à détruire un pick-up djihadiste repéré par l'aviation. L'appareil essuie des tirs venus du sol. Il tire sur son objectif. Plusieurs fois touché, il devra se poser en catastrophe. L'équipage s'en sortira indemne. Au cours de cette mission, le pilote d'un second hélicoptère engagé sera mortellement blessé. Premier mort français de Serval, le lieutenant Damien Boiteux. Cette brève vidéo permet aussi de voir comment les djihadistes progressent. Pas de colonnes de pick-up qui seraient des proies faciles pour l'aviation, mais des petits groupes, éparpillés, se camouflant dans la végétation et qui se rassemblent au dernier moment pour lancer l'assaut. Les villes clés, Gao, Kidal, Tessalit, ce sont les forces spéciales qui les ont investies les premières, seules. À Gao, dès le 25 janvier, en pleine nuit, leurs hélicoptères et les commandos de l'air sécurisent la piste de l'aéroport. La voie est libre pour les gros porteurs de l'escadron Poitou, un posé d'assaut selon les termes militaires. On voit que la piste a été bloquée par les djihadistes avec 2 carcasses de blindés. L'avion n'a plus que 900 mètres pour atterrir. À quelques mètres de l'obstacle, il fait demi-tour, abaisse sa rampe arrière et les 4x4 des forces spéciales sortent sans qu'il stoppe ses moteurs. Il redécolle aussitôt. Le tout aura duré moins de 3 minutes. Lorsque le gros des troupes terrestres arrive, l'ennemi a fui devant les forces spéciales. C'est bon mon colonel? Ouais. La ville est à vous. Okay, tout le monde avec moi, allez, donc on roule. Vous nous suivez, non? On vous suit. Formidable. Ouvrez le bal. Les militaires maliens peuvent entrer à Gao. L'histoire se répète dans les autres villes stratégiques du Nord. À Kidal, les forces spéciales passent la main aux Tchadiens. À Tessalit, la piste principale de l'aéroport est inutilisable. Les forces spéciales larguent de nuit, à 4000 mètres d'altitude, 3 dizaines de commandos parachutistes. Certains vont tester une petite piste annexe faite de sable et de cailloux. Le posé d'assaut aura lieu là, avec une visibilité quasi nulle à cause de la poussière. Derrière les forces spéciales, le gros des troupes débarque pour tenir le terrain. Des convois de centaines de véhicules qui s'étirent parfois sur une dizaine de kilomètres de long. Des caravanes du désert, façon 21e siècle, avec station-service ambulante. Serval a mis la logistique française à rude épreuve. Début février 2013, la boucle du Niger est sécurisée, la reconquête des villes achevée. La traque aux djihadistes commence, dans l'Adrar, mais aussi dans la région de Gao, où une partie des forces françaises et africaines va se concentrer.
Sur l'aéroport, les Français sont à l'abri de l'ennemi, mais pas des tornades. Ce camp abritera jusqu'à 1 millier d'hommes. Parmi les premiers arrivés, les 4 membres d'une équipe de tournage de l'armée y ont établi leur camp de base. Là, c'est la table. Voilà. Donc là, on mange ici, on travaille ici, pas loin du fourneau. Il faut admirer. Avec ça, on fait à manger, on boit, on fait tout. Ça, c'est pour le café le matin. Aïe, c'est réchaud. C'est prévu, on peut mettre la poignée. C'est nickel. Maintenant, voici le plan de travail. Du rustique, du français. Incassable. Donc là, vous êtes à la régie vidéo, moyen de tournage plus production. Voilà. Archive. Également archive. Donc, opérateur en pleine forme. Et maintenant, les chambres. Vite fait, bien fait. Et dernière subtilité quand même. Ici, l'eau du puits. Comme vous voyez, c'est pas de l'eau de source. Ah. Et on se lave avec. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de bouton, mais ça va venir. Mais par contre, elle est chaude. Et regardez-moi ça, ce joli port de pêche. C'est pas beau le désert? Le 21 février, une cinquantaine d'hommes du 92e régiment d'infanterie quittent l'aéroport pour une intervention d'urgence. La ville est sous contrôle malien, mais pas entièrement sécurisée pour autant. Les combattants du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moudjahou, ont quitté précipitamment la ville lors de l'arrivée des forces spéciales, moins d'1 mois auparavant. Infiltrés dans la population, ils sont aujourd'hui de retour. Laissez bien les têtes pour l'instant. Dès que vous voyez un mec armé qui n'est pas de l'armée malienne ou de chez nous, vous envoyez. Les Maliens. Depuis 1 heure, une vingtaine de combattants du Moudjahou est retranchée dans le palais de justice. Dans le VBCI, le véhicule blindé de combat, l'équipe de tournage du lieutenant Michael va suivre l'intervention. L'intérieur d'un VBCI, il faut bien voir, c'est étroit. On est 8 personnes à l'arrière, armées, équipées. On sait qu'on part dès le départ sur une situation de conflit et que les risques sont là, mais il faut faire le travail. On n'est pas au courant de ce qui se passe à l'extérieur, en dehors de ce qui est dit par les radios et par ces fameux périscopes. Donc évidemment, une certaine appréhension mêlée d'excitation. Donc on fait confiance aux gars avec qui on est, au chef de groupe. On suit de toute façon, donc on colle. C'est qui à droite là? Ouais, c'est qui sur la maison? Sur la maison, reculez! Les soldats maliens se battent en première ligne depuis plusieurs heures. Mais ils n'ont pas la puissance de feu des Français. Les tirs de roquettes puis de missiles permettront de venir à bout de la résistance. C'est chaud! C'est bon, Rigaud? Ouais, c'est bon, traverse! En face! Les troupes peuvent maintenant se rapprocher du palais de justice et du marché détruit par les combats. Tu me dis quand t'es bon, Lié. Ok, on y va. Ok, les gars, 5 mètres en avant, au deuxième pylône, vous appuyez le photographe qui va prendre la photo, ok? En avant. La ruelle, toute la ruelle, tout. Par contre, action, on n'a pas le temps. Ce qui rend les militaires si prudents, c'est le cadavre d'un djihadiste Moudjahou. En fait, je vois que les pieds en fait. Okay. Abattu par l'armée malienne, il gît derrière la moto au sol. Un kamikaze qui était prêt à commettre un attentat suicide. Oh, il a toujours son ceinture là. Les soldats du génie viennent neutraliser la ceinture. De quoi causer le maximum de dégâts, de l'explosif militaire fondu et des billes d'acier. Des victimes dans un rayon de 25 mètres autour du kamikaze. Je pense qu'on va rentrer là et tout de suite à gauche. Ah ouais, ça allait, on va. Salon. Oui. Tu me mets un appui là au niveau du portail classé. Le danger est partout. Les démineurs pénètrent les premiers dans le palais de justice. Ils vont y chercher une tête de missile qui n'a pas explosé et s'assurer que le bâtiment n'est pas piégé. Viens. Ça va? Cet instant qui est très court en réalité, mais qui est extrêmement long quand on le vit.
où on entend des cris à l'intérieur, on entend un seul des personnels crier, on n'entend pas l'autre. Donc tout de suite on se dit, bon, il y en a un qui est décédé, il y a eu quelque chose de très grave. Quand on les voit ressortir, on est rassuré évidemment. Et il y a cette fraction de seconde vraiment où on se dit, qu'est-ce qui s'est passé quoi. J'ai un blessé que je classe Bravo, un que je classe Charlie. Les démineurs ne seront que légèrement blessés. Quels sont les risques aujourd'hui encore là, sur Gao? Les risques, c'est une mobilité très importante des groupes armés djihadistes, dont on a du mal à savoir exactement d'où ils partent et quelles sont leurs limites de bond, leurs zones d'action. Donc on maintient vraiment un dispositif de sûreté à 360 degrés, parce qu'on est sûr de rien. Les faits vont lui donner raison. Un mois plus tard, le 24 mars 2013, nouvelle infiltration Moudjahou, nouvelle intervention d'urgence. Dans la nuit, des tirs ont été entendus à Gao. Le matin, l'armée malienne a ratissé plusieurs quartiers et repoussé les djihadistes en lisière nord-est de la ville. Cette fois, l'armée française n'interviendra pas. Les Maliens achèvent seuls leur traque aux terroristes à coups de kalachnikov et mitrailleuses de gros calibre. La population veut manifester son soutien à son armée et participer à cette chasse à l'homme. C'est la confusion. Des civils se mêlent imprudemment aux militaires, 2 d'entre eux trouveront la mort, ainsi qu'un soldat. Les combats ont duré une demi-heure. Dès que les tirs se sont tus, la population accourt. Mais il faut vite faire refluer les civils. Sur les 4 combattants islamistes tués, 3 portaient des ceintures d'explosifs qu'ils n'ont pas eu le temps de déclencher. Face à ces accrochages répétés, les armées françaises et maliennes sortent de Gao pour aller dénicher les combattants Moudjahou bien implantés dans la population de la région. Nous sommes le 17 mars 2013, à Torteli, à 200 km au nord-est de Gao, avec des unités Touareg de l'armée malienne et le 92e régiment d'infanterie. Donc les Touaregs ont annoncé qu'il y avait un accès possible, un véhicule, jusqu'à rentrer dans Torteli. Il serait ici. Un hélicoptère a frappé un campement djihadiste. Les troupes vont vérifier au sol le résultat des tirs. Ça y est, avec les Touaregs, on ne dépasse pas. Ah, il y a eu du feu qui a été fait là, ouais. Le feu a été allumé par les hommes du Moudjahou pour couvrir leur fuite. La troupe se rapproche de la zone où un pick-up a été détruit par la frappe d'hélicoptère. Ok, DHPM. Là-bas, il y a un pick-up. Et là-bas, il y a d'autres fûts. Ok, on va remonter tout le long. Quand on avance dans des forêts d'épineux, dans les oueds, on est prudent. Dans tous les cas de figure, on reste prudent. Les personnes restent professionnelles. On fait attention de progresser tout en gardant une liaison, un contact visuel. Toujours ne pas être tout seul, perdu au milieu de cette zone-là. L'ennemi peut arriver à tout moment. Compactement les gars. Ah les gars, restez bien au sol. Couchez-vous au sol là-haut. Lino, reste pas debout. Ah, véhicule. Aucune visibilité. Le chef de section met une partie de ses hommes à l'abri avant de lancer une reconnaissance. Les militaires sont en fait à quelques mètres d'une cache. Les djihadistes ont échappé à la frappe aérienne et parviennent à prendre la fuite. Seule une partie de leurs armes a été retrouvée par les Maliens. Prends le numéro et tout là. Au cours de ces opérations baptisées Doro, 200 combattants du Moudjahou ont été tués. Dans cette zone, les militaires étaient constamment épiés par l'ennemi. Cet homme qui vient d'être arrêté est ce qu'on appelle une sonnette, un guetteur qui signale tous les mouvements de troupes. Il avait sur lui une arme, un téléphone satellitaire et une paire de jumelles. Regarde, pour savoir où on est avec ta moto. Pour nous, il s'agit d'éléments d'observation Moudjahou qui renseignent sur nos activités. Qui enlève son bandeau. Une personne capturée, une procédure à suivre. Le suspect est d'abord identifié avant d'être présenté à un médecin français qui examine son état de santé. Respire à fond.
Ce constat permettra au Comité international de la Croix-Rouge de vérifier par la suite qu'il n'y a pas eu de maltraitance. Car la règle pendant l'opération Serval, c'est que les forces françaises ne gardent pas de prisonniers. Elles les remettent systématiquement aux autorités maliennes. Au total, 430 prisonniers ont été faits au cours des opérations militaires, dont au moins 2 djihadistes français. La traque aux combattants Moudjahou autour de Gao va se poursuivre pendant des semaines. À partir du 7 avril 2013, une nouvelle opération d'envergure va mobiliser 1 millier de soldats, presque un quart de l'effectif français. Comme dans l'Adrar des Iforas, il s'agit de détruire la logistique djihadiste. Et pendant une semaine, les découvertes s'enchaînent. Du groupe électrogène dissimulé dans le sable, au pick-up maculé de boue pour ne pas être repéré par les drones ou les avions. Dans des zones signalées par le renseignement, aérien ou humain, le désert se transforme en un vaste champ de fouilles. Une chasse au trésor. T'as la traduction russe. Gao 85. Des munitions, en passant par le matériel de transmission, de quoi équiper une armée entière. Tout est scrupuleusement répertorié, tous les numéros de série relevés pour en vérifier la provenance. Les hommes du 31e régiment du génie emploient tous les moyens pour ne rien laisser passer. Détecteurs de métaux et chiens dressés pour repérer les explosifs. La découverte la plus surprenante ce jour-là, c'est l'exhumation de bombes aériennes dans leur protection d'origine. 5 bombes de 90 kg et 11 autres de 155 kg extirpées du sable. C'est pas courant, non. Surtout qu'ils n'ont pas de moyens aériens. On se pose des questions. Chargées dans un camion pour un attentat suicide, ces bombes auraient pu pulvériser un bâtiment. Le désert n'en finit plus de cracher de ses entrailles tout ce que les djihadistes y ont caché. Des montagnes de munitions d'armes légères, des obus, des ogives, essentiellement de fabrication russe. La plupart de ces munitions proviennent des pillages des stocks de l'armée malienne dans le nord. Les Français vont restituer aux Maliens ce qui peut l'être et détruire le reste. Pour les bombes aériennes, les hommes du génie construisent ce qu'ils appellent un fourneau, une profonde cavité comblée avec du sable pour absorber l'onde de choc. « 3, 2, 1... » 230 tonnes d'armes et de munitions ont ainsi été découvertes. Sur les 2000 djihadistes engagés dans les combats, un tiers a été tué. 400 faits prisonniers. Le restant s'est fondu dans la population ou a fui le pays. « 25 avril 2013, le marché de Gao détruit pendant l'assaut du palais de justice de la ville renaît de ses cendres. Il est baptisé Damien Boiteux, du nom du premier mort français de Serval. La vie reprend un semblant de normalité et sur les bases françaises, le désengagement a commencé au profit des forces africaines. En septembre 2013, il restait encore 3200 soldats français au Mali. Les djihadistes ont été affaiblis, mais ils sont toujours présents dans la région. Les renseignements en ont localisé une partie dans le sud de la Libye. Serval n'est sans doute qu'une étape de la lutte contre le terrorisme en Afrique.